Feinte contre Ward. Semaine. Diffus. Feinte tir. Élevé! Pour Kevin Veilleux. Veilleux. Belle montée. Coupe à la plaisir. Veilleux! Ainsi seul encore une fois. Il va de la même feinte et cette fois-ci réussit à marquer. Olivier! C'est tiré! Maxime Saint-Cyr! Échappé! Dans le gardien, élevé! Tire! Quel arrêt! d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à La Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Louis Tremblay, entraîneur des Marquis de Jonquière. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Le hockey a commencé. Je pense que moi, je suis content. Il y a pas mal de monde qui sont contents parce que les arénas étaient pleines, là, en fait. Ben oui, Colin, c'est le fun à voir. Ces beaux chiffres-là. On va pas commencer avec ça. On va se garder ça pour le segment de nouvelles. Mais on a eu des bons matchs. Les gens étaient au rendez-vous, avaient hâte que ça commence. Ouais, exact. Et on a eu aussi des nouveaux chandails. Il y a deux équipes qui ont débuté des nouveaux chandails en fin de semaine, les Pétroliers puis l'Assurantia. Donc, il n'y a pas encore... Ben, Pétrolier, c'était à prévoir parce que le logo a changé pendant l'été, donc c'est pas tant de surprise, mais l'Assurantia, c'est un peu une surprise. J'ai hâte de savoir ce que vraiment... Bon, il n'y a pas eu de communiqué, mais j'imagine, on a vu les chandails à l'étranger puis à la maison, donc le chandail blanc, le chandail orange, donc j'imagine que les vieux chandails ont été retirés. Bien, on verra ce qu'adviendra avec les vieux chandails. Mais également, avec, dans le fond, le nouveau chandail, il y a une annonce qui a été faite au niveau de l'Assurantia, comme quoi Maxime Lecourt est officiellement le nouveau capitaine de l'équipe. Je sais que dans les dernières années, je me rappelle justement l'année que belle photo, justement. Maxime Lecourt avec le nouveau chandail puis son C de capitaine. On se passait un petit peu le C là, au niveau de l'assurance dans les dernières années, là, comme dans les séries, il y a 2 ans, quand il avait gagné, là, il y avait plusieurs joueurs qui avaient arboré le C, dont Maxime Lecourt, Francis Beauvillier l'a fait à Sorel une fois, Tommy Lafontaine, Alexandre Tremblay. L'année dernière, là, c'était plus Tommy Lafontaine là, qui était officiellement capitaine, mais là, avec sa retraite / son retrait du jeu temps plein, là, on verra s'il va venir... remplacé peut-être 2-3 fois durant la saison, mais donc l'Assurantia qui officiellement ont un nouveau capitaine, c'est Maxime Lecourt. Je pense que c'est bien mérité. Ça fait longtemps qu'il est là, puis c'est vraiment c'est un gars aussi du coin. Il habite pas trop loin de Thetford Mines. Donc, Là, je te vois arriver avec des nouvelles, Dave. Là, je vais juste pour qu'on se mette dans l'ambiance. Ouais. La première période, les nouvelles. La première période, ben oui, on essaie de bien segmenter notre show maintenant. Donc, la première période, la période des nouvelles, je suis un peu parti. Mais c'est ça, le nouveau capitaine à Thetford Mines. Sinon, au niveau des nouvelles, c'est sûr que la saison commence tranquillement. Il y a une nouvelle qui est sortie jeudi qui est, dans le fond, c'est un peu dommage là, du côté de Laval, là, Émile Poirier qui a annoncé qu'il avait signé en Finlande. Ça aurait été le fun de le voir. C'était un joueur là, qui était vraiment... On était excités de le voir. En même temps, ça va peut-être laisser une chance aux autres équipes contre Laval. Mais Laval qui ont quand même été transparents là-dedans, puis je les applaudis pour ça, mais ils ont expliqué que dans le contrat que Poirier avait signé, il y avait une clause comme quoi que s'il recevait une offre ailleurs, il avait le droit là, d'y aller. En même temps, Émile Poirier ne signerait pas pour aller jouer dans une petite ligue, je pense en Europe. Là, la Ligue de Finlande, c'est quand même une des très grosses ligues là-bas, donc ça devait être une offre assez alléchante, selon moi. Donc, Poirier là, qui s'en va. Puis un petit, on en avait parlé à la blague également la semaine dernière, mais Brett Galland, ils ont aussi statué sur la situation, là, comme quoi il n'y avait pas encore
la serviette n'était pas lancée dans ce cas-là. Là, il était toujours en négociation avec, en espérant pouvoir l'amener à Laval pour jouer d'ici la fin de la saison, là, même si c'est à temps partiel. Ça répond aux questions qu'on pourrait avoir aussi. C'est ça. Puis, un petit avis là-dessus la semaine dernière. Oui, puis pendant qu'on est sur le sujet, peut-être une nouvelle un petit peu de dernière minute. Dans le fond, j'imagine que les pétroliers risquent de faire une annonce, mais il y a Derek Parker qui sur les réseaux sociaux a annoncé qu'il sera à Laval vendredi. J'imagine que c'est pour jouer pour les pétroliers. Je pense qu'il est là pour qui part de l'Ouest canadien pour une autre raison, pour venir à Laval. Cosmodome, ça a l'air. Ouais, c'est peut-être un fan du Cosmodome aussi, mais j'imagine que les pétroliers vont faire une annonce en ce sens-là, mais Derek Parker là, qui a posté ça sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Sinon, ouais, on peut pas. Juste au niveau de signature, il y a le défenseur Wayne Letourneau qui a signé officiellement avec les Trois-L. On sait qu'il avait joué quelques matchs pendant la pré-saison avec eux. Donc, est-ce que ça reste à voir? Est-ce qu'il va rester toute la saison ou c'est une situation un petit peu comme les bâtisseurs l'année passé, puis il est encore en train de regarder ses options au début de saison. Ça risque de voir. On va voir. Il a joué son premier match quand même samedi. Mais ouais, donc juste son premier match à Rivière-du-Loup samedi. Donc, à suivre. Si jamais il peut être là, on sait que les Trois-L ne manquent pas de défenseurs en ce moment. Donc, ça va être un arme de plus pour eux. Bon, des messages d'Annick qui dit il vient avec sa soutane et son chapelet. Le crédit, ouais. Non, on l'a dit, les Poiriers n'est pas venu pour donner une chance aux autres équipes, les pétroliers. Parce qu'avec les games qu'on a vus, en tout cas, moi, ils m'ont convaincu qu'ils vont avoir une bonne équipe cette année. Si en plus Parker vient bénir pour on pensait que ça c'est seulement 2 matchs, mais on pensait que leur point faible, ça serait peut-être devant les filets, mais à date, ils ont donné un but en un match, puis le but qu'ils ont donné, il faut dire que c'est Danick Paquette qui l'a mis dedans par erreur contre les Éperviers. Donc, à date, ça va bien défensivement du côté de Laval. Peut-être revenir un petit retour sur les assistances. Là. Il y a une publication qui a été faite par la Ligue nord-américaine de hockey à propos des belles assistances qu'on a eues dans le dernier week-end. Oui, c'est le fun. Pratiquement, si on compare à l'année dernière, toutes les équipes ont eu une hausse d'assistance pour les matchs d'ouverture. Il y a peut-être juste Laval, mais en même temps, Laval joue un jeudi, donc puis c'était quand même une très belle foule pour un jeudi. Puis Laval a annoncé 1077, mais pour avoir été là, j'avais l'impression qu'il y avait plus de monde que ça. C'était une belle foule, j'ai trouvé à Laval. Donc, on a atteint le 2000 à Rivière-du-Loup. On le sait, il y avait beaucoup d'engouement cette saison là-bas. Donc, je suis content de voir 2164. Ouais, donc, ils n'ont pas eu sa fesse non plus, là, un 2164, bien comme il faut. Puis, Saint-Georges, pratiquement 2000, 1960. Donc, c'était le fun aussi pour voir la bannière. On sait, souvent, la saison de la chasse en début d'année joue sur les assistances à Saint-Georges, mais pas cette année, il faut croire. Puis, en plus, ce qui me surprend aussi, c'est que c'était vraiment un beau vendredi. C'était pratiquement la dernière vraie journée d'été, entre parenthèses, on est rendu au mois d'octobre, mais tu sais qu'on avait, mais les gens se sont quand même déplacés pour aller voir du hockey pas mal partout à travers la Ligue. Même Sorel aussi ont une meilleure foule d'environ 100 personnes là, versus leur match d'ouverture de l'année dernière. Donc, je pense que c'est de bon augure pour le reste de la saison. Aussi, les foules, habituellement, ça va tout le temps plus la saison avance, plus les enjeux grandissent, plus que les foules augmentent. Donc, de voir que les foules commencent déjà en partant à ce niveau-là, c'est de bon augure pour la saison. Yes, les gens sont au rendez-vous et notre invité également au rendez-vous. Donc, Dave, on y va avec Louis dans quelques instants. Nouveau coach des Marquis de Jonquière, Louis Tremblay, qui est avec nous. Salut Louis, comment ça va? Bonjour messieurs, ça va bien vous autres? Oh, ouais. As-tu aimé ta présentation? Oui. Ça fait 10 heures quand même, nouveau coach. Ouais, c'est un passage du côté obscur, comme je dirais. Obscur, un fan de Star Wars? Ou... Non, mais j'avais dit ça quand j'étais passé de travailleur à contremaître, quand j'étais dans l'échafaudage. Puis là, de passer sur le banc à derrière le banc, c'est aussi un ajustement. Moi, j'ai toujours eu tendance à
quand j'étais sur le banc, je disais des choses un peu comme un entraîneur le faisait, mais je restais un gars du groupe. Puis de partir d'un groupe puis d'aller comme les coacher. Il y a des gars avec qui j'ai joué. Là, que maintenant, je dois faire des ajustements dans le match avec eux. Mais c'est une chose que je vais apprendre à faire avec le temps. Je laisse la place à beaucoup d'améliorations. Je ne suis pas pressé. Pour ce qui est de toute la partie hockey que je connais pas, là, à avoir à faire les changements. Par exemple, en fin de semaine, là, c'est arrivé une fois que j'avais même pas dit les prochains qui allaient embarquer, mais les autres arrivent sur le banc, là, ils font « Hey, changement, oh, OK, envoyez-en 2. » C'est des choses qu'il faut que je vais corriger avec le temps, mais j'ai tendance à essayer de regarder aussi l'autre équipe, c'est qui les prochains qui s'en viennent. C'est des choses que je ne regardais pas dans le passé quand j'étais joueur, mais que là, j'ai pris un petit peu les exemples des entraîneurs adjoints que j'ai eus. Éric Hélé, qui est un excellent entraîneur adjoint avec nous, les Marquis, puis Martin Gagné, qui a un aspect très calme que j'aime. Fait que j'essaye un peu de me mouler un peu dans le style que j'aimais d'eux autres. Puis j'aimais le fait qu'ils étaient des gars calmes derrière le banc. On n'a pas toujours besoin de se faire encourager en tant que joueur. Des fois, tu as juste besoin d'un peu de calme. Fait que j'essaie d'amener mon petit côté zen. Donc, tu nous as parlé déjà un peu de ton expérience là, du dernier week-end, mais si on commence par le commencement, c'est pas tout le monde, je pense, qui sait comment ça t'es rendu derrière le banc. Si l'année dernière, Maxime Mathieu s'est fait convaincre de faire un retour là, quand Bob il l'a vu à la Ligue de pompiers à Jonquière, toi, c'est comment qui t'a convaincu? Ben, Bob, je le croise souvent au Saguenay. Dans mon ancien beau-père, il est au camping La Plage Margot, puis Bob, il a une roulotte justement à cet endroit-là. Fait qu'on se croisait souvent. On se croisait souvent pendant les étés. On parlait de la saison morte, puis des joueurs à venir. Puis à tous les ans, là, on jasait beaucoup de hockey, moi et Bob. Cette année, la façon que ça s'est fait, ben, initialement, j'avais été approché pour coacher les Marquis Junior 2A en tant qu'assistant coach avec le coach qui était en place. Puis c'était à ce moment-là que j'ai comme légèrement entrouvert la porte à... Avant, mes pensées étaient vraiment... je me suis séparé en décembre, puis là, j'essaye de mettre ma vie dans un mode plus structuré. La demande qu'il m'avait faite pour le Junior 2A, c'était pas si prenant. C'était un soir par une pratique plus un soir de week-end. Mais on dirait que quand ils m'en ont parlé, ça m'intéressait, mais c'est là que je me suis dit, ça serait peut-être possible de le faire, mais tant qu'à le faire, j'ai les Marquis, j'ai toujours eu les Marquis tatoués sur le cœur, puis j'ai eu une pensée pour eux. Puis drôle d'adon, une semaine après, Bob m'en a parlé, puis il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour être avec Dominique Lapensée. Il a dit, laisse-moi songer à ça un peu. J'essayais de voir qu'est-ce que je pourrais faire comme gymnastique pour mon horaire. Entre-temps, Dominique a quitté pour le Cool FM. Fait que j'ai comme senti... J'avais déjà envie de dire oui. Puis on dirait que ça a vraiment donné le coup de grâce quand j'ai vu à quel point que là, il y avait un besoin. Je voulais pas que ces gars-là, à un mois du camp d'entraînement, se ramassent sans entraîneur. Puis c'est à ce moment-là que j'ai... Bob, il disait, je vais le reprendre par intérim. J'aimerais ça avoir quelqu'un avec moi de confiance. Puis il avait pensé à moi souvent dans le passé. Fait que j'ai songé à ça. J'ai dit, donne-moi une semaine ou deux, puis je vais jaser avec mon ex, justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les enfants. J'ai quand même la garde 50-50 avec elle. Fait que, au final, je ne sais pas encore comment je vais réussir à tout faire fonctionner ça. Je suis du genre à improviser dans la vie.
Mais j'avais vraiment envie de le faire parce que j'avais besoin de ce positif-là dans ma vie, puis de faire partie d'un groupe d'élite qui a un but commun. Puis c'est arrivé juste à point. J'ose espérer que je vais être capable de placer tout ça, puis que de trouver la balance dans le temps. Mais je suis confiant que je vais être capable de le faire. Si on peut clarifier un petit peu là, qui est entraîneur de quoi, je pense que Bob n'a pas dit qu'il revenait comme entraîneur-chef officiellement ou c'est comme un duo maintenant, un trio avec Jérémy qui est arrivé, mais toi, tu t'occupes un petit peu plus de défenseurs? Ouais. Ben, pour l'instant, on n'a pas eu une game avec Jay encore derrière le banc. On va travailler sur ça. Justement, tu sais, à Jonquière, c'est un peu le désavantage qu'on a. On n'a pas la préparation, un peu comme les autres équipes peuvent avoir. Nous autres, on a eu 3 matchs hors concours, mais tu sais, short staff pas mal tout le temps. Là, la moitié des joueurs réguliers, une moitié qu'on essayait. Au même titre que j'ai dû manquer un match des games hors concours. Fait que on n'est pas peaufiné à point encore. Mais la façon que ça s'enligne, moi, je m'occupe, pour l'instant, je m'occupe des défenseurs. J'ai une facilité avec les défenseurs, avoir été joueur avoir été défenseur toutes ces années-là. J'ai un œil pour remarquer des choses que peut-être d'autres personnes n'auraient pas. Fait que c'est comme venu naturellement que je m'occupe des défenseurs, mais ça reste... quand même, si tu me permets, parce que lors du dernier podcast, il y a des bouts que tu nous as dit que tu as été joué en avant. Donc, c'est pour ça qu'il est polyvalent, défenseur en avant. Tu aurais pu t'occuper des deux ou des attaquants, je ne sais pas. Ben, je pense que le but, c'est de faire vraiment une belle équipe. Autant ce qui est d'avantages numériques, désavantages numériques sur la relance, les sorties de zone. Moi et Bob, on travaille en équipe, puis on va joindre Jérémy avec nous. Je pense pas qu'il y ait... Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait... j'ai pas signé une feuille disant « OK, voici mes tâches, 1, 2, 3 ». Notre but commun est de faire avancer le groupe dans une ambiance qui est agréable, puis de se construire une identité avec les nouvelles acquisitions qu'il y a eu cette année. Il y a quand même, ça a bougé au niveau de l'équipe, au niveau des coachs. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Fait que je pense que la première fin de semaine, on avait juste un match en plus. Je pense que on va prendre le temps de faire les choses comme il faut, puis de bien structurer nos pensées, puis bien structurer de savoir quel genre d'identité on veut avoir en tant qu'équipe, sans vouloir enlever tout ce qu'ils ont fait dans le passé, dans les récentes années. Je ne peux pas dire que je suis allé vraiment au match dans les récentes années, parce que à toutes les fois que j'y allais, ça me donnait le goût de recommencer. Essayer de me tenir loin de l'aréna. Mais on est en train de peaufiner notre façon de faire. Puis moi, je suis le genre de personne qui cherche l'amélioration constante. Puis on veut se structurer une identité d'équipe que tout le monde va adhérer. Parce qu'on s'entend qu'il y en a 100 000 des façons de jouer. Il faut juste qu'on soit tous sur la même page. Puis c'est rendu dans l'exécution du plan de match que ça va faire la différence. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton groupe de joueurs là, que tu as à la portée de main en ce moment? De ce que j'ai vu, j'ai pas eu des... Je me tiens un petit peu, sans dire à l'écart, mais je suis en période d'observation, beaucoup. Je ne suis pas le genre de personne qui va rentrer dans un groupe et qui va tenter de tout changer. Je veux justement prendre ce qu'ils ont fait de bien dans le passé puis tenter d'améliorer les choses. Fait que je suis en période d'adaptation aussi avec mon nouveau rôle, mais on est surtout à l'analyse. On est encore à l'analyse, un peu comme si on serait, c'est plate à dire, mais c'est un peu comme si on serait encore dans un camp d'entraînement à cause du ratio qu'on a pu voir. C'est vendredi, c'était la première fois qu'on jouait avec notre équipe complète. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Il y a
des pairings, des lignes qu'on veut voir. J'aime qu'on puisse s'entourer de... Notre groupe de joueurs, il faut que ce soit un groupe qui va être capable de s'adapter. Étant donné qu'à Jonquière, on a le désavantage des fois que les gens ne pourront pas se libérer pour, disons, un vendredi soir à domicile, ben, il faut avoir plusieurs options, si on veut. Je voudrais pas qu'on aille passer une année complète avec toujours les mêmes pairings sans que personne aille jouer avec d'autres joueurs. Parce qu'il va arriver peut-être dans une série, puis quelqu'un ne pourra pas se libérer pour son travail, puis là, on va être dans l'inconnu. Fait que dans la période d'analyse que je jase avec vous, c'est surtout faire des choses, faire des essais, voir comment les gens vont se comporter l'un envers l'autre quand ils vont jouer ensemble, puis essayer de trouver une chimie au travers de tout ça. Fait que, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je peux dire du groupe pour l'instant? C'est que c'est un groupe qui est en win now, excusez l'anglicisme. On a un groupe, on a un core qui est à maturité, qui ont joué, ça fait plusieurs saisons qu'ils jouent ensemble. Puis là, je pense que c'est le temps qu'ils passent au prochain niveau. Pour ça, on a joué, l'ajout de Tourigny, je pense que c'est un ajout qui est majeur. Parce que pour avoir joué avec lui à Rivière-du-Loup, je sais la mentalité qu'il va apporter aussi dans le vestiaire. Donc, le groupe de joueurs actuel, c'est un groupe qui ne reste pas encore 5-6 ans. On n'est pas en reconstruction, on est en mode il faut gagner maintenant. Puis mon but, c'est de les éclairer, le chemin. Je ne peux pas le faire à leur place. Il y a des choses que j'ai faites dans le passé. Mais là, je dois complètement tasser ça de côté puis recommencer à zéro dans un nouveau rôle. Je suis vraiment excité de pouvoir commencer ça avec un groupe qui cherche la victoire actuelle. Puis comment qu'on te fait un peu ça? Tu étais un joueur très, très émotif quand tu jouais. Les émotions des fois qui prenaient le dessus. Là, il n'a pas commencé de bon temps encore. Là. Ça fait juste une game. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'entraîneur? Je ne sais pas s'il y a un joueur de l'autre équipe qui s'en permet plus, puis j'imagine ça va te titiller quasiment d'embarquer sur la glace puis d'aller régler ça toi-même. Ce genre de choses-là. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça? Si je me fie à la run de playoff que j'avais faite avec eux, j'étais un petit peu plus dans l'émotion. J'étais embarqué directement dans une série. Donc, l'émotion était déjà à 110% avant même de commencer. Là, j'ai le luxe de pouvoir justement analyser tout ça. On veut une amélioration, c'est sûr, mais ma façon de voir les choses, c'est, je ne suis pas leur père. Je me vois pas comme un leader comme ça. Je suis plus un accompagnateur. Les gars le savent très bien. Pour avoir joué la game assez longtemps, les gars le savent très bien quand ils font une erreur que, mettons, il a manqué sa passe. J'ai-tu vraiment besoin d'aller dire qu'il a manqué sa passe? Le gars, il sait. Fait que je vais l'accompagner, puis moi, j'haïssais tellement ça quand je me faisais scorer un goal après, mettons, tu fais un chiffre de 15 secondes, tu te fais scorer un goal, puis après ça, tu te fais enlever de la glace, puis là, il faut que tu attendes ton prochain tour, puis là, finalement, tu skippes ton prochain tour. Fait que moi, mon but, là, c'est que tout le monde se sente valorisé dans cette équipe-là. C'est la base, je crois, pour avoir une belle esprit d'équipe. C'est que tous les gens, tous les joueurs de cette équipe-là, ils ont le goût de contribuer. Qu'il n'y en a pas qui se sentent délaissés, puis qu'il n'y a pas des clics qui se forment de les gars qui jouent versus les gars qui ne jouent pas. Le but, là, c'est que les gars le fassent l'un pour l'autre. Quand tu gagnes une coupe, tu ne gagnes pas pour l'argent, tu gagnes parce que tu as envie que ton frère d'armes, il lève la coupe aussi. Fait que c'est la mentalité que j'essaie d'apporter. Puis il est vraiment tôt dans la saison. Puis on a fait
qu'effleurer où je veux aller avec l'esprit d'équipe. Mais c'est un building process, puis on est au jour 1, puis avant de pouvoir penser à construire les murs, il faut se faire une bonne fondation. Puis on est justement à ce niveau-là présentement, de se faire une bonne fondation pour que tous les gens aient envie de le faire. Pas qu'ils jouent au hockey juste parce qu'ils ont signé un contrat et qu'ils se sont engagés, mais qu'ils aient envie de venir à chaque fin de semaine pour les 20, ils sont rendus à 20, je pense, pour les 20 gars qu'il y a dans la chambre. C'est quand ils vont le faire l'un pour l'autre, c'est là qu'on va avoir du succès. Sans trop se fier aux résultats. Martin Saint-Louis parle souvent de c'est pas le résultat qui importe, c'est la méthode. Le résultat va venir si c'est la bonne méthode. Bien dit. Puis, une autre question aussi, un peu en tant qu'entraîneur, est-ce que là, vu que tu es rendu, comme tu l'as dit, là, du côté obscur, y a-tu des fois dans ta carrière où tu étais assis sur le banc, puis je sais pas, l'entraîneur, justement, t'avait fait sauter un tour où il t'avait dit de quoi, qu'il n'avait pas passé ou tout ça, puis tu te disais un peu genre, hey, ferme la don, ou je sais pas, là, que tu as envie de l'envoyer promener, puis tout. Mais là que tu es rendu du côté de l'entraîneur, puis là, tu as un peu sa perspective maintenant, puis tu te dis comme, finalement, peut-être que je comprends pourquoi, il avait fait telle affaire. On peut dire justement d'avoir été joueur. On pourrait rajouter à la question, qu'est-ce que ton expérience de joueur peut t'amener comme coach? Dans 2 temps, le fait d'avoir en début de carrière, j'étais sur le top 4. J'étais le joueur qui jouait un 25-30 minutes par match. Vers la fin de ma carrière, j'avais switché de bord. J'étais rendu le gars qui jouait des matchs, des fois 10 à 12 minutes. Donc, j'ai connu les deux. J'ai connu des entraîneurs qui faisaient bien à mes yeux, mauvais aux yeux d'un autre. Fait que je suis conscient que tu peux pas faire plaisir à tout le monde, c'est sûr. Sauf que où vraiment je veux insister avec les joueurs que je vais avoir, c'est même si je dois prendre des décisions qui font que ton ego peut se sentir brimé, il faut que tu vois la big picture, la vue d'ensemble. Il faut que tu puisses être capable de dire je comprends que ce soit, mettons, Brisebois qui va aller sur l'avantage numérique parce qu'il y a ces aptitudes-là. Je comprends qu'en désavantage numérique, ça va être cette personne-là parce que il va bloquer des shots plus que moi. Puis, c'est la partie la plus difficile, je crois, d'être un peu entre l'arbre et l'écorce de je veux en même temps que tous les gars soient heureux, mais je sais que je ne coach pas une ligue de garage. Je peux pas. C'est pas du développement qu'on essaie de faire. C'est gagner. On veut gagner parce qu'on veut gagner, parce qu'on joue au hockey. Mais il y a les propriétaires, il y a les fans, il y a tout ça autour de nous. Le but va toujours rester que le collectif avance. Pour ça, des fois, tu dois blesser des égos. Je suis prêt à le faire. Je suis réticent à le faire. Mais je sais que c'est quand je regarde la big picture, je sais que c'est pour le bien de l'équipe que je vais le faire. Mais malgré cette situation-là, je pense que je vais le faire probablement plus respectueusement que je me l'ai fait faire dans le passé, probablement. Parce que, comme vous dites, j'ai vécu des tristesses, j'ai vécu de la frustration. Je vais prendre le gars à part et je vais lui expliquer que c'est pas parce qu'il a joué un mauvais match qu'il n'a pas joué en troisième période, c'est parce qu'on tirait de l'arrière par 2 et qu'on avait besoin d'offensive. Fait que je pense que je peux amener ça au gars. S'il décide d'embarquer dans ma philosophie, ben j'ai l'impression que tout le monde va en sortir gagnant. Sauf qu'en même temps, je ne peux pas penser pour eux. Puis je sais très bien que je vais blesser des gars cette année. Je suis prêt à le faire pour le but d'ajouter une bannière au Palais des Sports.
Il y a une question dans le chat là, de Stéphane Dubé qui demande si tu peux cibler un besoin chez les Marquis. Tu nous as parlé un peu en début d'entrevue que vous avez peut-être besoin de former une certaine chimie, essayer des gars ensemble. Est-ce que ça serait peut-être ça qui est le besoin? Là? Oui, je pense que en plus, tu sais, Bob a ajouté un gardien additionnel. Côté défenseur, on full staff à l'avant aussi. Ils ont une profondeur que je crois qu'il n'y avait pas l'an passé. On a actuellement une profondeur que il va y avoir des décisions difficiles à prendre quand tout le monde va être en santé et que tout le monde va être disponible. Mais sachant à quel point la Ligue nord-américaine elle est rendue ce qu'elle est rendue, c'est que des fois, les gars ne pourront pas se déplacer, même s'ils sont en santé. Ils ont des travails qui ne pourront pas se libérer ou des situations familiales qui ne pourront pas se libérer. Je pense que côté staff, on est correct. C'est de tout mixer ça ensemble puis d'apprendre à les faire jouer l'un pour l'autre sans... Tu sais, l'appât du hockey, là, c'est souvent le jeu de comparaison. On va comparer des statistiques, on va comparer des poids, des grandeurs. Là, tu sais. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas embarquer. Excusez-moi. Ouais. Un petit texto. Il ne faut vraiment pas embarquer là-dedans parce que ces gars-là ils vont jouer l'un pour l'autre. Ils vont être mis dans des situations où peut-être un soir, on n'aura pas nos gars de powerplay, mais ça va en prendre un troisième qui va le faire. Ou bien, même chose pour le désavantage numérique. Ils vont se faire mettre dans des positions où ils sont peut-être moins à l'aise. Des soirs, je vais avoir que des gauchers. Ça va prendre des gauchers qui vont jouer à droite. D'apprendre à un peu abandonner son ego, c'est une chose qui est difficile pour un joueur de hockey. On a des gars qui ont été des choix repêchage dans la Ligue nationale, des gars qui ont joué dans des ligues professionnelles. D'être capable de dire « je tasse mon ego dans le but du collectif », c'est une chose qui est difficile à faire. Mais quand tu regardes avec du recul, quand je regarde avec le recul les années où on le fait, ben on est, tu sais, à quel point qu'un gars de troisième trio, t'es-tu moins heureux d'avoir gagné la coupe que le gars du premier trio? Non. T'es aussi content, puis peut-être encore plus valorisé parce que là, ton travail va être reconnu par tes pairs, mais aussi par l'entièreté de la Ligue. Donc, je pense que, pour répondre à la question du monsieur, le plus gros travail qu'il y a à faire, sans l'aspect stratégique en plus, parce que le Saguenay, on a le désavantage d'avoir de ne pas pouvoir pratiquer. Souvent, on va à l'extérieur, le trafic de Québec fait en sorte qu'au lieu d'arriver 2 heures avant le match, tu vas arriver juste 1h15, 1h20 avant le match. Tu n'as pas le temps de faire ce que tu voulais faire pour parler de la stratégie. Donc, c'est une chose que les Marquis doivent toujours faire un petit peu plus que les autres. De ne pas se voir dans le milieu de la semaine. Ça fait une grosse différence. Moi, j'ai joué à Saint-Hyacinthe, puis le team bonding, l'esprit d'équipe, elle se faisait beaucoup le mardi soir à la pratique. Là, d'avoir, il y a moins de matchs que dans le passé. Moi, je jouais à 52 matchs, là, je pense que c'est rendu 40. Ça va être un défi de tous les jours, mais je pense que c'est le plus grand défi. Puis si on réussit à accomplir ça, ben, on va être capable d'accomplir de grandes choses. Est-ce que tu as peut-être un entraîneur mentor ou quelqu'un que tu te souviens de ses leçons là, que tu pourrais utiliser là, en tant qu'entraîneur à ton tour? Ben, tantôt, je t'en ai nommé 2, mais je pourrais faire un tout avec tous les entraîneurs que j'ai eus parce que malgré que peut-être j'aimais moins certaines caractéristiques d'un entraîneur, ben, je regardais quand même ses caractéristiques positives. Puis c'est ce que je veux faire, justement. Je me suis inculqué
ça en tant que superviseur dans mon rôle de contremaître en échafaudage. Il n'y a pas personne qui m'a appris à le faire. J'ai pris un peu de tout ce que j'avais vu de mes autres superviseurs avant, puis j'ai essayé de me créer une identité avec les choses que j'aimais. Ben, je suis en train de faire ça aussi avec mon rôle d'entraîneur. J'ai eu des entraîneurs adjoints, disons. Si je pense juste aux entraîneurs adjoints que j'ai eu Bobby Barry quand j'étais junior majeur, puis j'ai eu Dubois, je me souviens de son nom, mais le père à Pierre-Luc Dubois. Éric Dubois. Ces deux gars-là, ce qui amenait comme calme, ça, c'est une caractéristique que je veux, autant que Martin et Éric et Hélé. J'ai eu des entraîneurs aussi extrêmement tactiques que je veux apporter cette partie-là aussi à cette corde-là, à mon arc, parce que ça le fait. Tu sais, des fois, tu t'imagines un jeu d'une façon, tu t'imagines que ça s'est passé de cette façon-là sur la glace, mais quand tu y repenses, puis quand le gars l'a revu sur le vidéo, ben il dit « Oh, ben crime, j'avais tellement une option facile, pourquoi j'ai risqué aussi gros, puis que ça nous a coûté un goal quand j'avais juste l'option facile à ma droite, tu sais. » Donc, c'est un peu l'aspect stratégique que je veux amener de le calcul du risque. Je considère que c'est impossible de gagner une coupe sans prendre de chance. Tu peux pas domper le puck à tous les fois quand tu arrives à rouge puis tu gagnes. C'est impossible. Tu dois traverser des lignes, tu dois créer, mais pas au détriment de la sécurité de ton net. Fait que il faut toujours avoir le calcul risque versus qu'est-ce que ça peut t'apporter. Si tout ce que ça peut t'apporter, c'est que le gars soit capable de domper en rouge, ben, je cherche pas la longue passe, tu sais, vas-y bien plus safe. C'est ce que je veux amener avec les marquis, puis à mon bagage à moi. Puis je sais très bien que là, on est après le premier match, on s'en reparlerait après le 5e match, puis après le 10e match, puis à la fin de la saison, puis je vais avoir évolué. Fait que je laisse la place à l'évolution, puis mon but est d'apprendre. Quelques sujets qu'on aimerait aborder là, avant la fin de l'entrevue. Juste avant le début de la saison, la semaine dernière, il y a quand même un gros échange qui a été effectué. Kevin Veilleux qui s'est en allé à Thetford Mines. En retour, vous avez eu le gardien Philippe Cadorette, gardien qui a gagné le titre du meilleur gardien de l'année l'an dernier dans la Ligue nord-américaine. Dans le fond, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de Philippe Cadorette avec les Marquis cette saison? Est-ce que vous le voyez un peu comme dans le fond, vous venez d'aller chercher un gardien numéro 1 ou un gardien de premier plan de votre côté dans cet échange-là? Je préférerais que vous posiez la question à Bob à ce sujet-là. Je ne sais pas ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire. Je veux pas... Okay. On n'a même pas discuté, moi et Bob, à ce sujet-là. Tout ce que je savais, c'est qu'on mettait la main sur un gardien de premier plan, oui, assurément, parce que j'ai joué contre, puis je sais quel genre de prestations il peut offrir. Je le sais, je sais pas, il en est où dans sa vie à lui. Je l'ai croisé seulement à l'aréna. Je sais pas, il en est où, je sais pas c'est quoi ses aspirations. Donc, je préférerais dire no comment on that, puis on va voir comment la saison avance avec ça. Je sais qu'actuellement, on a 3 gardiens très solides. Je sais pas c'est quoi les plans. Puis je sais pas s'ils pensent faire d'autres échanges ou si... Je connais pas encore les plans pour l'instant. Mais je sais qu'on vient de mettre la main sur un très bon gardien de but. Parfait. Un autre sujet, là... un peu qui a fait les manchettes avant le début de la saison. Vous avez signé Donald Brashear, ça s'est ramassé un petit peu partout dans les médias de la province. Évidemment,
On s'attend à ce que Donald soit là vraiment plus à temps partiel. Là. Évidemment, il est capitaine avec les Blackjacks de Wendake dans la Ligue du bas du fleuve. Mais est-ce qu'on ça a déjà été discuté là, de quand est-ce qu'on risque de le voir avec les Marqués? Puis est-ce qu'on va le voir à quelques reprises cette saison? De ce que j'ai pu comprendre, c'est sûr que, comme tu viens de mentionner, il est capitaine de son équipe. Moi, je pense qu'il va être partiellement avec nous pour l'instant. Puis on va voir à partir de là comment ça va. De ce que j'ai vu de lui dans le passé, dans la Ligue nord-américaine, et de ce que j'ai vu de son attitude quand il est venu avec nous, il a l'air d'un gars qui est passionné et qui a envie d'encore s'amuser en jouant au hockey. Je pense pas qu'à 51 ans, son but est de venir essayer toutes les toughs de la Ligue. Je ne crois pas. Vraiment pas. Moi, je m'imagine à 51 ans, puis j'ai 40 ans, puis je ne me vois même pas en train de me battre avec des gars de 25 ans. Ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'il a donné sa vie au hockey. Il y a eu une partie de sa vie où il devait... il était doué dans l'art de battre des gens, mais je ne sais pas à quel point il appréciait le faire. Je pense que là, ce qu'il a besoin dans sa vie, c'est d'apprécier le moment, puis d'apprécier de jouer au hockey. De ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est un gars qui est enjoué de venir au hockey, qu'il protège bien sa rondelle, il fait des belles passes, il a une belle vision de jeu, il a encore des très bonnes jambes. Donc, voyons voir ce qu'il va apporter au Marquis, mais je suis sûr que sa contribution va être très acceptée de notre part. La Côte-Fleuve, c'est ça le nom de la Ligue, ouais. Mais bien dit, ouais, puis j'ai hâte de le voir, qu'est-ce qu'il va réussir à apporter. Je pense qu'il y a plusieurs curieux, mais moi aussi, je pense que ça risque d'être plus niveau hockey que d'autres choses. Je pense que ça a été dit aussi que... Ouais, ben lui-même, il l'a dit, ouais. Lui-même l'a dit en entrevue, mais c'est quand même un sujet qui est intéressant vu que ça a fait un peu le tour des manchettes. Je pense pas que... Admettons que quelqu'un va aller frapper son gardien de but à côté de lui. Je pense pas qu'il va rester là les bras croisés. C'est un gars d'équipe quand même. Fait que je pense que les joueurs des Marquis peuvent être en sécurité quand il va être sur la patinoire. Parce que je crois pas qu'il va être du genre à aller se cacher quand ça va se mettre à brasser. Ouais. Bon, vous en avez quelques-uns comme ça dans l'équipe. Je pense que vous êtes correct à ce niveau-là. Puis un autre sujet, parce que là, le temps file, mais je voulais absolument en parler parce que c'est le match d'ouverture local. Donc, la première foule, dans le fond, le premier match de la saison au Palais des Sports risque d'avoir très grosse foule. On en a parlé un peu des foules en partant. J'imagine à Jonquière, ça va être pareil. C'est toujours Jonquière qui a souvent les plus grosses foules dans la Ligue. L'équipe que vous recevez, c'est un peu l'équipe de la personne dont tu as pris la place, dont tu es venu remplacer un peu à la dernière minute avant le début du camp, là, Dominique Lapensée qui est rendu coach là-bas. Donc, ça risque d'être un match quand même assez haut en couleur là, à ce niveau-là, surtout au niveau des fans. Mais toi, à quoi est-ce que tu t'attends là, du match de vendredi, la grande rentrée des Marquis à Jonquière cette saison? Ben, première des choses, nous autres, notre slogan, quand on jouait, c'était « On ne perd pas à la maison, jamais ». Fait que si les gars n'arrivent pas avec le couteau entre les dents, puis avec cette pensée-là, on n'est vraiment pas à bonne place. Notre foule, on veut la chérir parce qu'on s'entend que c'est beaucoup plus plaisant de jouer devant des spectateurs que devant un aréna vide. Mais je sais par expérience que tu n'as pas besoin de trop t'en faire avec la foule. La foule, elle, est là pour apprécier le jeu collectif, le jeu d'ensemble, les bonnes mises en échec. On a des fans au Saguenay qui connaissent le hockey, puis on a des fans qui adorent leur Marquis. Je crois que les joueurs leur rendent bien. Depuis plusieurs années, on a de plus en plus de joueurs locaux qui s'impliquent dans la communauté. Puis, il va y avoir un tailgate party avant, puis il va y avoir une couple de joueurs qui vont être là pour
signer des autographes. Puis, fait que, je pense que notre entrée, on ne veut pas la rater. Rendu là, je continue à penser que le focus ne doit pas être sur le résultat, mais bien sur la façon et la manière que tu vas t'y prendre. Donc, ce à quoi je m'attends, c'est que les gens arrivent à l'aréna. Non, je ne suis pas du genre à dire « OK, mais que la puck drop, c'est le temps de se mettre la tête là. » C'est en arrivant à l'aréna, tu te mets tout de suite la tête au match. On va se faire une bonne préparation, puis je m'attends à ce qu'on sorte très fort. Non seulement je m'attends à ce qu'on sorte très fort, mais je m'attends, puis ce que je veux que les joueurs retiennent le plus de notre année, cette année, c'est que je veux jamais qu'ils pensent qu'on peut être perdu. On a vu des comebacks, là, des victoires de revenir par en arrière au Saguenay, parce que le Palais des Sports, quand tu le fais lever, il se passe quelque chose. Puis, bien souvent, ça prend juste un but, une grosse mise en échec, une grosse arrêt, puis tu sens, ça se sent dans le palais. J'aimais ça, justement. Je me battais souvent dans des moments, mettons, fin de première période, quand on sent là, que la foule, elle aimerait ça. On perd l'arrière 1-0, puis la foule, elle a envie d'embarquer. Tout ce qu'elle a besoin, c'est une raison d'embarquer. Un coup que c'est fait, là, les joueurs sont soulevés par cette foule-là. Fait que je m'attends à ce qu'on joue avec ça là, cette année, de jamais s'avouer vaincu, toujours penser que tu as des chances de revenir dans le match, parce que ça prend 2 buts rapides pour un comeback. Tu as beau tirer de l'arrière par 3, par 4. Si tu marques 2 buts rapides, tu viens de te donner une chance de revenir dans le match. Moi, je vais te poser une dernière question, Louis, ça va te laisser aller. Dans le dernier podcast, Jérémy Vigneault-Bélanger nous avait dit que tu étais un joueur de cartes redoutable. Lui aussi, il est revenu comme entraîneur avec Christian Ouellet et Novosad que tu jouais. Y a-t-il des parties de cartes qui vont jouer dans pas long? Assurément. Justement, j'étais déçu du premier voyage à Sorel. Les gars, ils n'ont même pas daigné d'amener des cartes. Mais, même pas. Ça. C'est bon. Ben Louis, on va te laisser filer. Là. Je sais que tu avais des engagements ce soir, mais on va te souhaiter une bonne saison, mais surtout on va y aller une game à la fois, un bon match d'ouverture à Jonquière. Merci beaucoup, les gars, puis bonne saison à vous deux. Merci. Merci. Bye bye. Merci d'être passé sur le balado, toujours apprécié. Oui, donc toujours pertinent le propos de Louis Tremblay, donc le nouvel entraîneur des Marquis. On peut pas, c'est ça, on peut pas dire entraîneur-chef ou entraîneur adjoint, c'est vraiment une synergie, un duo, 50-50, on va dire, même si de ce que je peux comprendre, Bob est peut-être plus en charge des gardiens de but que Louis. Donc, Louis Tremblay là, qui nous a parlé de ça. J'ai vu là, dans le chat là, de Denis Arsenault qui vient d'arriver. Désolé, Denis, si on savait que Louis devait partir là, dans le fond, on a dépassé un petit peu, il a dit 20h45, il nous a donné quelques minutes de plus. Donc, désolé, on n'a pas eu le temps de parler de Rivière-du-Loup. Par contre, je crois qu'il l'avait mentionné. Si jamais tu as la chance d'aller réécouter le podcast qu'on avait fait avec lui il y a quelques temps, je pense qu'on en avait parlé là, de son séjour à Rivière-du-Loup pendant ce podcast. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on est prêt pour la troisième? Oui. Yes. Okay. La question du doigt fonctionne toujours. C'était pour Louis, là. C'était pas pour toi. Ouais, j'imagine. C'est bon. Donc, troisième analyse. Avec la géométrie puis tout, il va falloir être intelligent dans notre propos. Analyse et retour sur les parties qui nous ont fait vibrer ce week-end. Dave, on pourrait peut-être commencer par le premier match, là, le match de jeudi entre les Pétroliers et les Éperviers. Ouais. Ça va quand même commencer en force. J'ai trouvé que
ta prédiction, si on regarde dans les 2 matchs, là, je tenais à féliciter là, Philippe Desrosiers. Ainsi va aller Philippe Desrosiers, ainsi vont aller les éperviers. Nous a impressionné du côté des pétroliers. On peut dire que l'équipe n'a pas perdu de sa vitesse. Je pense que c'est parti en force là, lors du premier match. Oui, puis la défensive des pétroliers, là, ça va être un cauchemar pour les équipes adverses. Puis surtout la vitesse de la défensive des éperviers. Là, quand on regarde là, les joueurs qu'ils ont pour relancer l'attaque, Sauvé et Nathan Larose, c'est la première paire, mais la deuxième paire qui serait une première paire dans quasiment toutes les équipes de la Ligue, Léveillé puis Talbot-Tassi. Ensuite de ça, puis après ça, c'est la paire là, jeudi, là, c'était Jonathan Arbonne et Mathieu Medley. Mathieu Medley aussi qui est peut-être plus dans son prime, là, comme on peut dire l'expression, mais qui est quand même très capable de relancer l'attaque. Puis Jonathan Arbonne qui est là plus défensivement, mais sinon, il y a l'autre défenseur, Alexis Girard, qui a joué son premier match samedi, lui, à Rivière-du-Loup avec les Pétroliers, qui lui aussi, quand même, malgré sa stature, là, est capable de bien patiner aussi. Donc, vraiment, du côté des Pétroliers, là, la défensive va être tout en vitesse pour la relance. Puis après ça, l'attaque, on a une attaque qui est un petit peu plus physique cette année. Donc, l'attaque va pouvoir prendre le flambeau là, au niveau de l'échec avant. Mais, ouais, jeudi, c'est des Pétroliers, honnêtement, ont dominé le match. Près de 50 lancés sur Philippe Desrosiers. Philippe Desrosiers, vraiment, qui a joué un match extraordinaire. C'était un peu... c'était le fun en tant que fan des éperviers de dire, Colin, on a vraiment... 31-27. Non, c'est 45. Il y avait 41, c'est après 2 périodes. 31, c'est après 2 périodes. C'est 45-29. Ouais. Puis, tu sais, des arrêts qu'il a fait, il y en a un, c'est sur Dominique Talbot-Tassi, vraiment à bout portant. C'était impressionnant quand je regardais le match par après, puis je regardais cette séquence-là au ralenti, à quel point, tu sais, quand on dit ne pas se compromettre là, en tant que gardien, là, il n'a vraiment pas bougé avant que la rondelle soit décochée du bâton de Dominique Talbot-Tassi, mais on était au niveau des cercles, entre les 2 cercles de mise en jeu. On était vraiment proche, puis vraiment pas bronché. Même chose, Maxime Massenauer, qui est parti en échapper à un moment donné, l'a vraiment laissé faire sa feinte, puis après ça, il l'a simplement suivi. C'était genre de voir ce que ça va... En tout cas, 2 très bons matchs à date. Est-ce que ça va se poursuivre toute la saison à suivre? Mais c'était impressionnant à voir. Mais quand même crève-cœur, le but en prolongation. On dirait à Brendan Hamelin comme parti avec le bâton du joueur des éperviers. Là, après ça, c'est Joël Caron qui a fait le tir parfait devant le filet. Ça a un peu provoqué ça. Je pense qu'on n'a pas été chanceux de ce côté-là. Ouais, il faut dire que je vais m'abstenir d'un commentaire sur cette séquence-là parce que peut-être qu'il y a eu un petit... T'étais pas d'accord, on peut dire ça. Ouais, je veux dire que je n'étais pas d'accord parce que théoriquement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, mais quand même, on a vu, il faut jouer jusqu'au sifflet, là, on a vu quand même que quand c'est arrivé, il y a des joueurs des éperviers qui ont un peu comme levé le bras au lieu de... le jeu n'était pas arrêté. Même si ça va arriver toute la saison que les arbitres vont manquer des appels. C'est pas rien contre les arbitres, c'est juste la nature du jeu. Ça joue vite, puis ça va arriver. Fait que il faut faire attention quand ça arrive. Tant que le jeu n'est pas sifflé, il faut continuer de jouer. C'est pas une excuse. Donc, ouais. Puis Joël Caron qui est, dans le fond, fidèle à lui-même, quand même. Gagné le titre de recrue offensive l'année dernière, il ne faut pas l'oublier. Donc, vraiment, a bien commencé sa saison avec un but gagnant en prolongation du côté de Laval. Puis, je pense que ça devait faire du bien pour Dominic Graham aussi. Il a failli avoir son blanchissage, mais de venir battre son ancienne équipe comme ça, enlever de rideau, ça a dû faire du bien là, comme pour commencer l'année. Mathieu Gartin aussi, que son premier but a marqué dans le deuxième. Oui, 2 buts en 2 matchs déjà pour Mathieu Gartin. On dirait qu'on avait déjà dit là, que ça serait un naturel à Laval, Mathieu Gartin, qui fit très bien avec l'équipe. Je pense que c'est une autre prédiction avec celle de la team de Desrosiers, que à date, c'est une bonne prédiction en début d'année. Exact.
Si on y va avec peut-être le prochain match, les Pétroliers contre les 3L, c'est le match d'ouverture des 3L qui avait 2164 personnes à l'assistance. J'ai trouvé que le match était très rapide des deux côtés, encore une fois. Oui, le niveau de jeu était vraiment excellent. Deux bonnes performances des deux gardiens, des deux côtés. Là, cette fois-ci, c'était Zachary Boutier du côté de Laval. Et puis, c'était mon petit du côté de Rivière-du-Loup. Donc, dommage pour les fans des 3L. C'était tellement une belle foule. On a quand même eu la chance de voir un but, même s'il a été refusé. Olivier Mathieu là, qui avait marqué, mais on venait d'appeler une pénalité du côté des officiels. Ça n'a pas compté. Mais c'est dommage que les 3L aient un peu raté leur rentrée, mais de la façon dont j'ai vu l'équipe se comporter, je pense que je suis quand même pas inquiet pour le restant de la saison. C'est une équipe qui est très rapide, va être capable de patiner avec... c'est un peu la reconstruction qu'on a faite. On est rendu aussi rapide que les meilleures équipes de la Ligue, donc je pense pas que ça va être un problème cette saison Comme Louis disait un petit peu, là, que c'est la façon qui importe et pas nécessairement le résultat. Je pense que pour les 3L, on a vraiment joué une bonne partie. Si on regarde du côté des tirs, 31-27 en faveur des 3L, d'ailleurs. Puis le gardien, Étienne Monpetit, ça s'est peut-être fini 3-0, mais il était solide et un moment aussi arrêté Chabot là, en échappé. C'est étiré de tout son long quand même. C'était un bel arrêt. Un autre contre Hamelin aussi. Hamelin qui a fait. Si Hamelin avait réussi à faire le but, ça aurait été un des très beaux buts de la saison. Mais ouais, Monpetit qui l'avait frustré aussi. Donc, je pense que c'est très bien résumé du côté de la façon dont les 3L, même s'ils ont perdu, la façon dont ils ont joué. Puis, Maxime Guyon aussi. Oui, il y a eu quelques chances de marquer. Je ne suis pas inquiet qu'il va finir par la mettre dedans. Mais du côté de Laval, par contre, c'est parfait comme week-end. On commence avec 2 victoires. On reprend là où on l'a laissé l'année dernière, là, déjà avec on met un étampe sur le premier week-end, comme quoi on risque d'être encore l'équipe à battre en saison régulière cette saison. Donc à suivre. Puis du côté des 3L, on s'en va à Laval. On s'en va à Laval du côté de vendredi. Donc, on va avoir la chance de se reprendre contre les Pétroliers et puis leur jouer le même tour dans leur domicile. Donc, ça risque d'être un match il y a déjà un enjeu dans ce match-là pour vendredi. Et dans la deuxième partie de Sorel, là, on jouait on recevait les Marquis de Jonquière. Où Philippe Desrosiers a brillé, là, justement. Encore, tu sais, laissé 4 buts, mais quand même eu 50 lancés. Donc, évidemment, 45 et 50 lancés du côté de Sorel-Tracy en 2 matchs. Je pense que c'est assez clair où est-ce que les améliorations devront se faire cette semaine avant le prochain match. Mais sinon, du côté de Sorel, ce qui est encourageant, c'est qu'on a marqué 5 buts. C'est vraiment le gros point d'interrogation, c'est l'attaque. Ça a été très difficile de créer de l'attaque jeudi à Laval. Là, on retourne à la maison, même si les tirs au but, Jonquière a dominé au chapitre des tirs au but, on a quand même réussi à marquer quand on a eu des chances, puis ça, c'est quand même très important. Puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est pas venu du premier trio avec Olivier Hintz puis Gabriel Paquin-Boudreau, Mathieu Ayotte, puis Guillaume Gauthier, qui les deux ensemble ont 3 buts en fin de semaine. Donc, je pense que quand on veut de l'attaque... Quand on veut de l'attaque là, sur le deuxième trio, je pense que c'est de bon augure pour ces deux-là. Puis, je dois aussi mention à Guillaume Gauthier qui a frappé le poteau en prolongation, mais est arrivé dans la zone à 1 contre 3, a déjoué 2 joueurs vraiment de façon incroyable. Puis, s'il avait pu enfiler l'aiguille là-dessus, ça aurait été, je pense qu'on avait déjà un gros candidat pour le but de l'année en partant, mais a frappé le poteau, avait couché de tout son long Tristan Bérubé en plus là-dessus. Donc, malheureusement, ça aurait été le fun de voir ce but-là se concrétiser, mais avec 2 secondes à faire à la prolongation, finalement, c'est Olivier Hintz qui a marqué. Au moins, sur la séquence de Guillaume Gauthier, a quand même réussi à faire appeler une pénalité contre les Marquis. Donc, ça a permis aux Éperviers de finir en avantage numérique la prolongation. Et puis,
permettre à la foule de rentrer heureuse à la maison. Puis du côté des marqués, je pense que ce qui est encourageant, c'est qu'on l'a vu souvent l'année dernière. Le problème, c'est qu'on tirait souvent de l'arrière en troisième période l'année dernière, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on revenait tout le temps dans le match, puis on l'a fait encore, on perdait par 2 buts en troisième période. On a égalisé ça, on a amené ça en prolongation, c'est donné une chance de marquer. S'il y a du positif à ressortir du côté de Jonquière, je pense que c'est ça. Puis Philippe Paradis qui avait manqué là, une grande partie de la saison l'année dernière, qui a commencé là, la saison en force avec 2 buts. Je pense que c'est un joueur qui, s'il peut rester en santé toute la saison, là, ça va vraiment aider les marquis là, à connaître du succès. La prochaine partie, Thetford était à Saint-Georges pour le match d'ouverture du Cool FM. Près de 2000 personnes qui étaient présentes. En début de match, j'ai trouvé qu'il y avait un léger avantage du côté du Cool FM. Je pense que c'est de là qu'on a marqué 2 buts dans la première période. Je trouvais qu'on était beaucoup plus rapide en début de partie. Je pense qu'il y a eu le but en échappé là, de Goulet. Oui, ça a changé. 2 buts en désavantage numérique d'ailleurs. Mais je pense que Thetford ont retrouvé leur air d'aller à mesure que la partie avançait. Oui, puis tu sais, Thetford malheureusement, quand ils se sont réveillés, je pense que c'est justement le but d'Alexandre Goulet, ça a vraiment changé l'allure du match, mais quand ils se sont réveillés avec ce but-là, ils tiraient déjà de l'arrière 2-1, on va dire, si on compte le but de Goulet. Donc, je pense que ça leur a nuit un peu d'être partis un peu en retard de cette façon-là. Du côté du Cool FM, je pense qu'encore une fois, ils ont fait leur succès l'année dernière en série, ont encore paru. Auger était solide, on a été opportuniste, qu'on a eu des chances de marquer, on l'a mis dedans. Puis, encore une fois, les sorties de zone à Saint-Georges, ça se fait tellement rapidement. On est tellement synchronisé au niveau des attaquants. Les passes sont tout le temps sur le tape. On ne fait pas de revirements inutiles. C'est quand même rare qu'on en fait. Je pense que Saint-Georges a bien joué de cette façon-là. Puis, mention, je pense qu'on s'est peut-être déniché un troisième trio qui va être un des meilleurs troisième trios de la Ligue cette saison, là, avec Kevin Cloutier, Danny Potvin et Maxime Chagnon. Donc, Cloutier qui est tellement bon encore, a marqué 2 buts. Marqué 2 buts à son premier match, Potvin qui en a marqué un. Puis, un gars comme Kevin Cloutier qui a tellement d'expérience, qui est tellement intelligent, qui sait comment être bon dans toutes les facettes du jeu. On le met avec 2 gars qui ont beaucoup de vitesse, qui sont très robustes pour aller justement là, déranger les équipes en fond de zone offensive. Ça risque d'être un trio qui va donner beaucoup de maux de tête aux défensives adverses cette saison, là, quand ils vont être en forme et qu'ils vont vouloir utiliser leurs épaules. Ça va être fun à voir pour les fans de Saint-Georges d'avoir un troisième trio aussi intense et robuste. Tu as parlé de Danny Potvin. C'est peut-être le troisième joueur là, que je dirais dans les prédictions que les gens disaient oui, Danny Potvin va vraiment fitter à Saint-Georges. C'est un joueur là, qu'on veut avoir son style. Il a joué une bonne partie. Je pense que ça a bien été. Il a eu un but aussi. Là. Mais comme tu as mentionné, Kevin Cloutier, 2 buts, la rapidité là, des joueurs du Cool FM, la défensive. Francis Paré a été arrêté sur un échappé aussi. Très bel arrêt de Francis Leclerc là-dessus. Et mention à Jean-Michel, je ne sais pas s'il nous écoute, là, qui nous a dit, mais par des chandails de l'assurance, mais il a dit Bruno Cal, Denis, t'es plus beau en noir et jaune. Je pense que l'assurancier n'est peut-être pas d'accord avec ça parce qu'il a disputé un bon match, mais bon. Ouais, c'est drôle. Pendant la levée de la bannière, il a gardé le chandail, puis l'assurancier ont des chandails rouges pour la période d'échauffement. Il n'a pas mis le vrai chandail de l'assurancier, mais avec son chandail d'échauffement, il est allé rejoindre ses coéquipiers sur la patinoire pour la levée de la bannière. C'était quand même. Je pense que c'était quand même un bel addon, même si Bruno Carl n'est plus à Saint-Georges, de pouvoir jouer le match alors qu'on levait la bannière. Ça lui a permis d'être avec ses coéquipiers pour voir ça. Là, un dernier beau petit souvenir là, de la saison passée. Et aussi, dans la partie, Mario Trabucco qui a marqué son premier but là, dans la ligne américaine. Oui, puis quand on parlait de troisième ligne, la troisième ligne de Thetford aussi qui a joué un excellent match. On employait Trabucco avec Tyler Boivin, puis un petit nouveau, Cédric Chagnon.
qui jouait principalement là, dans le Senior 3A l'année dernière, mais qui, dans le fond, a très bien fait. Quand même une bonne... c'est un joueur qui est grand, peut-être pas le plus gros, mais il n'a pas peur de se servir de ses épaules. Il est allé dans le trafic, a été récompensé, a marqué un but également. A eu une passe sur le but de Trabuco, mais a marqué un but samedi contre les 3L. Donc, peut-être une belle trouvaille du côté de Thetford. C'est sûr qu'avec des performances comme ça, il risque de jouer... il risque de se faire rappeler pour continuer à rester dans l'alignement. C'est dur de tasser un joueur qui produit. Puis à date, en 2 matchs. C'est un joueur qui vient de ma région aussi, puis que je connais un peu. D'excellentes mains également. Donc, oui, c'est vrai que c'est bien. Puis c'est bien aussi, on parle souvent c'est les vétérans à Thetford, mais d'avoir des jeunes comme justement Chagnon puis Tyler Boivin qui prennent leur place de plus en plus à Thetford Mines. C'est le fun aussi parce que c'est beau les vétérans, mais ça prend. Faut se renouveler. Faut se renouveler également. Il y a quelques commentaires, j'essaie de suivre, là, mais comme Samuel qui dit Bobby a des affaires sur le feu, on lui souhaite. Je sais pas. Ça risque d'être des négociations. Je pense que à ce temps-ci de l'année, surtout quand les camps d'entraînement dans les niveaux plus hauts ne sont pas encore complétés, il reste des joueurs dans la Ligue américaine qui risquent d'aller dans la Ligue de la côte Est. Est-ce que les joueurs vont vouloir rester dans la Ligue de la côte Est? Je pense que les directeurs généraux de la Ligue américaine doivent être tous très occupés en ce moment à essayer de chercher des ajouts. Des ajouts en début de saison pour finir leur club. Puis j'étais à Saint-Georges, puis c'est une chose aussi que Bobby a mentionné, il dit que c'est certain que l'alignement qu'ils avaient en fin de semaine ne sera pas le même alignement qu'ils vont avoir au temps des fêtes, puis ne sera pas le même alignement qu'ils vont avoir rendu au début des séries. Puis je pense que c'est peut-être vrai pour la majorité des équipes aussi. Donc, c'est sûr que on veut tous gagner en début de saison, mais pour revenir encore à notre philosophe Louis Tremblay, je pense qu'en ce moment, on se concentre plus sur la façon de jouer puis de bien faire les choses que d'aller chercher peut-être les victoires, même si on veut toujours gagner. Ça veut dire quoi? Dans Desjardins, le grill est ouvert? Non. Je sais pas, c'est un langage codé. Un langage codé, je comprends pas. Un langage codé à soi, là, c'est des figures de style. Ouais. On veut dire les choses, on ne veut pas trop en dire chez les partisans. Peut-être qu'il y en a qui savent des secrets. Là, puis, mais bon. Si on parle du match de samedi entre les 3L et l'Assurancieux. Oui, ben tu sais, on parlait, l'Assurancieux joue un bon match, mais on parlait aussi des 3L que malgré le fait que j'appellerais peut-être pas nécessairement ça une contre-performance vendredi, mais malgré le fait qu'on n'avait pas réussi à marquer de but, on a quand même suivi l'Assurancia. L'Assurancia manquait quelques éléments importants vendredi, donc Guillaume Lépine et Francis Beauvillier, ils étaient de retour samedi, donc l'Assurancia qui avait un alignement un peu plus complet, puis les 3L qui les ont suivis, les ont emmenés en prolongation, même que ça s'est terminé en tir de barrage. Donc, je pense que c'est très encourageant du côté des 3L. Un match sur la route à Thetford Mines, c'est jamais facile. Donc, de tenir l'Assurancia comme ça tout le match, je pense que c'est de bon augure. Puis, du côté de Thetford Mines, on a réussi à trouver une façon de gagner quand même pour rendre les partisans contents à la fin du match. Puis, c'est Trabuco, encore une fois, qui a marqué. Je pense que dans les nouveaux joueurs, Trabuco, à date, se distingue beaucoup. Je pense que même en pré-saison, avait fait des beaux jeux aussi également. Donc, je pense que c'est un joueur qui ne prendra pas de temps à prendre sa place. Pour l'avoir vu en personne vendredi, je l'ai vu dans sur la télé LNH dans le match de samedi, mais en personne vendredi, ça n'a beau pas être le joueur le plus grand, il est quand même imposant. Puis malgré que c'est un vétéran, il n'a pas peur d'aller se mettre le nez dans le trafic et tout. Donc, je pense que c'est un joueur qui m'a quand même bien impressionné. Moi aussi, il joue bien sur la glace. Oui, patine bien aussi. Donc, yes. Puis il y a eu le premier match de Étienne Marcoux, retour dans l'uniforme de l'Assurancia lors de ce match-là, face à Tristan Côté-Cazenave. Oui, puis sans côté Cazenave, c'est bien pour lui d'avoir un peu tenu tête dans le duel de gardien à Étienne Marcoux,
que ça se termine en tir de barrage. Mais Étienne Marcoux, qui, fidèle à lui-même, a connu un bon match. Dans ce match-là, Maxime Saint-Cyr qui s'est mis en marche avec un but de passe. Donc, dans le match, dans ce cas-là, les buts, il a marqué son premier. Et si Maxime Saint-Cyr, si les trois se font blanchir, c'est quand même il n'y a pas de pari sur les matchs de la Ligue nord-américaine, là, mais si Maxime Saint-Cyr se fait blanchir un match ou deux, c'est un pari facile de le prendre pour faire un petit 2 points dans les matchs suivants. Garde son point par match malgré le blanchissage de vendredi. J'ai bien aimé les 3L dans leur match, malgré peut-être les résultats, mais quand même, on est allé chercher un point contre l'Assurantia. Je trouvais que c'est quand même un bon mix. On a des vétérans, on a des joueurs rapides, on est allé chercher Wayne Les Tourneaux. Je trouvais qu'on a une autre dimension, un autre joueur de plus à la défense qui patine bien. Puis Samuel Lévesque aussi, là, qui a brassé ça un petit peu. Là où on avait besoin de robustesse, il a été. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment un bon mix. Oui, chapeau à, si on parle de Samuel Lévesque, chapeau à Nicolas Dumoulin qui a quand même tenu son bout très bien quand les deux ont jeté les gants. Je ne sais pas si ça... Je sais que Lévesque avait tenté de s'en prendre à Dumoulin l'année dernière, parce qu'on sait Dumoulin, un joueur très robuste, est allé d'une grosse mise en échec sur Olivier Mathieu dans ce match-là en première période. Je ne sais pas si c'est suite à ça que Samuel Lévesque est allé l'accoster en deuxième, mais Dumoulin qui a répondu à l'appel du côté de l'Assurantia. Donc, c'est ce qui fait notre tour d'horizon des matchs du dernier week-end. Est-ce qu'on parle des matchs qui s'en viennent du prochain week-end ou on a-tu un petit quiz peut-être? On va juste résumer vite les matchs qui s'en viennent. Du côté là, on en a parlé avec Louis Tremblay, du côté de Jonquière, le match d'ouverture des Marquis, la seule équipe qui n'a pas encore eu son match d'ouverture à la maison. Donc, quel scénario? On reçoit le Cool FM, donc avec Dominique Lapensée qui va venir à Jonquière. Donc, avait joué un match en pré-saison déjà. Là, donc, je pense qu'on va être déjà un peu habitué du genre d'accueil qu'on va recevoir. Après ça, on va peut-être baisser un petit peu. Là. Ouais, c'est ça. Puis, déjà brisé. Ouais, puis je pense que, tu sais, c'est des adultes quand même. Je pense que les parties impliquées ont passé par-dessus, mais au niveau des fans, c'est toujours le fun d'avoir ce genre d'éléments-là qui rajoutent du piquant à un match. Donc, ça va être à suivre du côté de Jonquière. Puis Louis Tremblay l'a dit, le slogan Jonquière, c'est « On ne perd pas à la maison ». Donc, ça risque d'être intéressant. Les éperviers qui seront à Thetford Mines pour affronter l'Assurantia vendredi. Seul match du week-end pour les éperviers et l'Assurantia. Donc, les deux équipes qui, dans le fond, vont pouvoir tout donner, tout laisser sur la glace vendredi. C'est leur seul match du week-end. Donc à suivre. Est-ce qu'on va avoir le droit à un premier duel Desrosiers-Marcoux devant les filets également? Ça aussi, ça va être à suivre. Ça pourrait être intéressant. Et puis ensuite de ça, ça aussi, on en a glissé un petit mot, mais les pétroliers qui reçoivent les 3L à la maison vendredi, Derek Parker qui a dit qu'il serait d'alignement sur les réseaux sociaux, donc ça reste à suivre. On sait qu'il y a quelques clients là, cette saison du côté des 3L. Puis, dans le fond, on s'est déjà fait blanchir à la maison du côté des 3L contre les pétroliers, donc on va s'amener à Laval avec une raison là, de bien faire et d'aller chercher la victoire. Et puis sinon, samedi, 2 matchs, les pétroliers qui vont se rendre à Saint-Georges pour jouer contre le Cool FM. Je pense que dans les dernières années, c'est une des belles rivalités qui est en train de se créer, ces deux équipes-là. Évidemment, on s'est affrontés en demi-finale au cours des 2 dernières années. Et 2 fois, le Cool FM en fait, non, les pétroliers ont été l'année dernière, le Cool FM a eu le dessus. Donc, je pense que une belle rivalité à ce niveau-là, donc ça risque d'être assez intéressant. La dernière fois que les pétroliers étaient à Saint-Georges, dans le fond, se faisaient éliminer, match numéro 6 de la demi-finale l'année dernière. Donc, ça va être à suivre. Et les Marquis qui vont être à Rivière-du-Loup au Centre Premier Tech, eux avec, les 3L, la dernière fois qu'ils ont vu les Marquis au Centre Premier Tech, se faisaient éliminer des séries, eux également. Donc, ça risque
un match. Manque pas de motivation, les 3L en fin de semaine pour aller gagner les 2 matchs. J'espère vraiment que la poule va encore être au rendez-vous au Centre Premier Tech parce que je trouve ça plat. J'ai vraiment l'impression de me répéter, là, mais de la façon dont les 3L jouent la méthode, d'après moi, les résultats devraient suivre. Puis je pense que également l'équipe savent qu'on s'est fait blanchir à la maison lors du premier match. Il va y avoir encore une fois une motivation supplémentaire à redoubler d'ardeur pour offrir vraiment une première victoire aux partisans à la maison. Donc, 5 matchs en fin de semaine. Puis, Denis Arsenault qui écrit ça, oui, c'est bien, tu fais bien de le mentionner. Lors du dernier match l'année dernière, Danny Gauthier qui avait asséné une mise en échec, disons, n'avait pas été pénalisé sur la séquence, mais disons que c'était, je ne sais pas à quel point... Un geste qu'on n'avait pas aimé. C'est ça, puis il y avait Morin qui avait été blessé sur cette séquence-là, donc est-ce qu'on va avoir la mémoire longue à Rivière-du-Loup? Ça avec, ça va peut-être créer des flamèches. On sait toujours, quand les équipes s'affrontent en série, il y a tout le temps des trucs qu'on ne peut pas, disons, régler en série parce que les enjeux sont très élevés ou la série finit. Ben, des fois, ça se transporte l'année suivante quand les mémoires sont longues. Donc, un autre truc à surveiller, est-ce que ça va créer quelque chose? On parlait de ça aussi, les mémoires qui sont longues, ça m'a fait penser, il y avait eu l'incident Brandon Hamelin avec Guillaume Baudouin l'année dernière. Ça n'a rien passé de trop... en tout cas, par rapport à ça, jeudi, mais un moment donné, Baudouin est arrivé en même temps dans le coin avec Hamelin, puis on l'a vraiment vu que Baudouin est vraiment allé pour la mise en échec, n'a pas essayé d'aller jouer la rondelle ou quoi que ce soit, a vraiment voulu, disons, faire une bonne mise en échec sur Brandon Hamelin, puis ça paraissait c'était quoi la raison, pourquoi. Donc, c'est peut-être de cette façon-là aussi que ça va jouer entre, je sais pas, Danny Gauthier et Crevier-Morin, ça reste à suivre. On ne peut pas donner pas des impressions, mais en tout cas, la seule affaire que je pourrais dire, je commence à avoir la langue qui pique, là, parce que tu nous as qui chauffe, parce que tu nous as donné un peu de piquant là, pour les matchs du week-end. Je pense que tous les ingrédients sont là pour qu'on s'amuse le prochain week-end. Ben oui, c'est ça le but, c'est tout le temps d'essayer de voir, trouver une raison de regarder les matchs puis de les voir, mais je pense que les 5 matchs en fin de semaine, il y a toutes des... j'ai juste l'expression anglophone, mais tu sais, des storylines, Ouais, des lutte, là. Non, mais tu sais, non, mais il n'y a pas juste ça à la lutte, là. Des trucs à suivre. Ouais. Des histoires à suivre. Il y a de l'historique derrière les matchs qui s'en viennent de ce week-end. Non, mais ça va bien. Je pense que on parlait aussi la semaine dernière du niveau de jeu là, de la Ligue nord-américaine avec une équipe de moins, pas. Je pense que toutes les équipes sont allées chercher des joueurs de plus, là, du talent de plus, là, on pourrait dire. Mm-hmm. En tout cas, j'ai trouvé que pour des premiers matchs là, en début de saison, les équipes, les joueurs n'ont pas trop perdu de leur patin pendant l'été. Ouais, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs disons, matchs que, mettons, la première période était plus brouillon, mais ça paraissait que plus le match avançait, les repères, ça se reprend, puis c'est comme faire du vélo, les joueurs reprenaient le beat tranquillement. Mm-hmm. Yes. Donc, as-tu un petit quiz, Dave? Oui, j'ai un petit quiz. Le lien que j'ai trouvé. As-tu une animation pour le quiz? Là? Non, je ne veux pas. Encore. Tu peux en faire une prolongation si tu veux pour le quiz. On va faire ça la semaine prochaine. J'essaie de temps de trouver un petit lien. Ben là, mon lien, c'est la saison de la Ligue nationale de hockey qui commence ce soir. Le Canadien joue son premier match demain, mais c'est un petit peu en lien avec le Canadien. J'ai trouvé ça en me promenant là, sur Elite Prospect. Mais l'entraîneur adjoint du Canadien, Alexandre Burrows, s'était déjà fait repêcher dans la Ligue nord-américaine avant même qu'il perce dans la Ligue nationale. Donc, pendant qu'il jouait dans la Ligue de la Côte-Est, j'imagine qu'il y a des équipes qui se sont dit, bon, un Québécois qui a de la grit, peut-être que si ça ne marche pas, il revient au Québec pour jouer dans la Ligue nord-américaine. Finalement, c'est pas mal le contraire qui s'est produit. Il a connu une brillante carrière dans la Ligue nationale. Mais il s'était fait repêcher en 10e ronde en 2004 dans la Ligue nord-américaine. Je voulais savoir quelle équipe l'avait repêché en 2004.
Si on fait un lien avec Louis, tu as marqué ou? Non, c'est pas avec les marqués. Je peux faire en fait, là, je ne sais pas s'il était. Non, j'allais dire, c'est peut-être quelqu'un qui est encore dans la ligue qui l'a repêché, mais honnêtement, je ne sais pas s'il est avec là cette année-là. Je ne voudrais pas dire de fausseté, mais non, c'est pas Saint-Hyacinthe. Il y avait quand même plus d'équipes dans le temps en 2004. Là, il devait en avoir au moins une dizaine, donc il y a un peu moins de choix. Il n'y a pas juste 6 choix. Ouais. C'est en 2004. Ouais. 2004. Dans le draft de cette année-là, je regardais pour le fun, le ProLab de Thetford Mines avait repêché Derek Bougard cette année-là dans le draft. Ouais. Avec François Pellequin qui dit Verdun. Non plus, c'était pas Verdun. C'était un gars qui venait du West Island, je pense. Je sais pas, peut-être les Chiefs de Laval, dans le fond. Non, c'était pas Saint-Jean non plus. En 2004. Ouais. On se rapproche. Saint-Jean, géographiquement, on se rapproche avec Saint-Jean. Quoi que c'est. Ouais. Mission de Sorel-Tracy? Non. Plus proche de Saint-Jean que Sorel. Plus proche de Saint-Jean que de Sorel. Oui, il y avait une équipe. Peut-être va-t-il avoir une équipe là, un de ces 4, on ne sait pas. En 2004, je sais pas. Il n'y a pas d'équipe à Granby, non? 2003, 2004 ou 2004? Je ne sais pas, il y en avait-tu une? Un gladiateur de Saint-Lin, on est loin, loin un peu. Avant 2004, ça, pas mal. Samuel qui dit Québec, Radio X. Non, on était... Ça doit être 2003-2004 dans le fond. C'est un repêchage 2004, mais ça se peut que l'équipe, un peu comme cette année, les bâtisseurs ont fait le repêchage de 2023, tu sais. Techniquement. L'équipe est partie là. Ça se peut aussi. Eh bien. Donc c'est ça. C'était les prédateurs de Granby qui avaient repêché Alex Burrows. Donc, faire un petit lien avec le Canadien qui commence sa saison demain contre les Maple Leafs. Mais c'est pour ça que je disais, je ne savais pas, parce que je sais que Lucien Paquette avait été avec Granby, mais après ça, il était allé à Verdun. Je ne savais pas si, lors de ce repêchage-là, précisément, s'il était à Granby ou à Verdun. Donc, je ne l'ai pas. Il était à Verdun en 2004, 2005, mais 2003, 2004, je pense qu'il était à Granby, justement. Oui, c'est ça, ça se peut. Fait que... Donc, voilà. Alors, voilà pour le quiz. Ah, merci François, c'est gentil. Félicitations. J'essaie de rendre fier mon mentor du TIFF Quiz, Yannick Tiflu, qui fait dire bonjour. Je l'ai vu vendredi à Saint-Georges. Qu'as-tu dit quand il venait faire son tour sur le podcast? Non, pas, malheureusement, on n'a pas parlé vraiment du podcast. On a plus parlé du match. Du match de vendredi, mais non, j'imagine qu'on risque de le voir à quelques reprises cette saison. On lui lancera l'invitation. Saint-Georges, il y a un match intéressant, là, où, de quoi qui se passe, là, on s'arrangera pour l'amener. Ah, pour sa fête, on pourrait célébrer sa fête la semaine prochaine. Yes, on va acheter une boîte de Joe Louis, puis à distance, on se met on verra par la malle. Good. Je vais dire merci, Dave, pour cette bonne émission. Merci à Louis Tremblay là, qui est venu nous jaser ça un petit peu là, de son nouveau poste d'entraîneur. Et puis, dans l'annonce aussi, je n'avais pas dit
entraîneur-chef, entraîneur, assistant, entraîneur. C'est un entraîneur. C'est vraiment le titre officiel. Yes. Donc, merci également à tous ceux là, qui se sont connectés ce soir pour nous écouter et continuez à aller faire votre tour dans les arénas. Je pense que vous avez répondu présent le dernier week-end, donc le prochain. Je pense que Dave, tantôt, nous a mis l'eau à la bouche, là, puis je pense qu'on va avoir des bons matchs. Puis les 3 étoiles ne sont pas sorties, mais probablement au courant de la journée de demain, on devrait savoir. Je ne pourrais pas guesser qui a été. Peut-être un Philippe Desrosiers dans. Peut-être, ouais, quand même connu deux très bonnes. A été nommé dans les étoiles lors de ces 2 matchs, donc peut-être. Sinon, il n'y a pas eu de Kevin Cloutier avec ses 2 buts, mais a seulement joué un match. Je pense que Brendan Hamelin a 3 passes, par contre, en 2 matchs. Je sais que les buts sont peut-être plus valorisés que les passes des fois, mais dans le fond, Mathieu Ayotte aussi à Sorel-Tracy, je pense à 3 points déjà. Donc, on verra. Yes. Donc, merci tout le monde et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.